les chercheurs mettent la métropolisation, comme vous l'avez dit, au rang des phénomènes majeurs de ces 50 dernières années, comme un pendant local du phénomène de mondialisation. Et effectivement, cette question de métropolisation mérite d'être étudiée, puisque pour nous, que ce soit en tant qu'habitants ou en tant qu'acteurs de l'action publique ou même de l'action privée, ces questions de métropolisation méritent d'être comprises, puisque ça change complètement la façon dont on peut être efficace dans nos propres actions. Le monde a tellement changé que sans comprendre ce que veulent dire ces mots, même s'ils sont extrêmement utilisés et du coup complètement galvaudés, on est très en difficulté. Et du coup, l'agence a décidé de mettre en place 2 cycles de conférences sur cette question de métropolisation, je vous l'avais dit. Une sur la question des mobilités, donc, où sont intervenus déjà Olivier Mougin, Jean-Pierre Orfeuille, et va intervenir le 19 novembre Ludovic Albert, sur une question qui nous a beaucoup agité dans le microcosme alsacien, c'est la question des mobilités liées à l'économique. Et donc son angle d'attaque, ça va être l'évolution des systèmes de production en lien avec la mondialisation et en conséquence l'évolution des mobilités économiques. Et donc voilà pour le premier cycle qui est sur les mobilités. Le deuxième cycle, c'est sur les modes de vie. Et les modes de vie, on a commencé ce cycle avec Marie-Christine Jaillet. Et Marie-Christine Jaillet, donc avec son regard à la fois de chercheur et de présidente du Conseil de développement du Grand Toulouse, nous a dit la dernière fois un nombre de choses tout à fait importantes pour nous dans ce territoire qui avons une véritable tendance à l'entre-soi. C'est que tout en confirmant la société de l'hyper-individuation, elle nous a donné un certain nombre de clés de lecture, des conséquences de cette hyper-individuation sur le sentiment d'appartenance. Et j'ai trouvé extrêmement important que, justement, à partir de sa position de présidente du Conseil de développement du Grand Toulouse, elle prône un dialogue de vérité sur la communauté de destin des habitants des aires métropolitaines, et cela dans l'objectif de pouvoir asseoir la possibilité de prise en compte de l'autre et de mise en place de solidarité métropolitaine, de solidarité à ces échelles métropolitaines. Donc pourquoi, autour de la métropolisation, nous organisons 2 cycles, l'un autour de la mobilité et l'autre autour des modes de vie? C'est que, évidemment, cette question de métropolisation, c'est à la fois des choses très quotidiennes, mobilité, habitat, aménagement, mode de vie, et à la fois, si on voit ces éléments dans un magma, c'est très difficile à lire. Donc on a cherché à avoir 2 entrées un peu structurantes de ce qui nous a semblé, on va dire, le plus à même de nous aider à construire des lisibilités. Et donc c'est pour ça qu'on a une entrée mobilité et une entrée mode de vie. Aujourd'hui, avec Stéphanie Vincent Gesselin, nous sommes dans la 2e rencontre du cycle sur les modes de vie. Et bonjour et merci d'être là, Stéphanie Vincent Gesselin. Le sujet qui va être traité est à cheval sur les modes de vie et les mobilités. On sait à quel point les pratiques de mobilité dans une société qui enjoint d'une part l'intensité des programmes d'activité de chacun et d'autre part la mobilité comme valeur prend de la place dans la façon de décrire nos modes de vie. On sait la force des mobilités individuelles pour recomposer donc les territoires et le rôle de la mobilité comme facteur d'ajustement.
face aux variations du dynamisme économique des bassins de vie, c'est-à-dire que les populations bougent pour s'adapter. Ou justement, pas tout à fait, dans une société de l'hypermobilité, l'ancrage est-il une forme de résistance, voulue ou subie? Stéphanie Vincent-Gesselin nous montrera justement les relations des grands mobiles avec les territoires métropolitains. Donc Stéphanie Vincent-Gesselin, vous êtes chargée de recherche au laboratoire d'économie des transports à l'UNTPE de Vaux-en-Velin, et vous êtes aussi chercheur associé au laboratoire de sociologie urbaine à l'EPFL de Lausanne, où vous travaillez avec Vincent Kaufmann. Vous me disiez à l'instant que vous alliez retourner à Lausanne à partir de janvier pour exercer comme chercheur principalement un petit peu en enseignement. Vous avez co-publié dernièrement un ouvrage qui s'appelle « Tranche de vie mobile, enquête sociologique et manifeste sur la grande mobilité liée au travail », qui est paru en 2014, et pour lequel justement on en parlait tout juste. Vous avez imaginé une forme qui est celle de la bande dessinée, qui rend des propos en réalité très complexes absolument accessibles. Pas de chance, Stéphanie Vincent-Gesselin vient de me dire que l'ouvrage est épuisé. Cela dit, si vous pouvez en avoir un exemplaire, vous verrez que c'est lumineux la façon dont on peut comprendre des choses complexes avec les bandes dessinées. Et je crois que la Deus va essayer d'en prendre de la graine. Et donc, vous avez fait ce travail à partir d'une enquête de grande envergure menée dans 6 pays, entre 2006 et 2011, en vous intéressant donc à la vie de ceux qui sont ces grands mobiles. Quelles répercussions et quelles situations sociales liées à cette grande mobilité au travers du vécu des personnes mobiles? Vous analysez aussi ce qui compose l'attractivité économique, mais aussi résidentielle, culturelle, etc., des territoires pour ceux qui les pratiquent. Et c'est d'ailleurs sous cet angle qu'on vous a d'abord vu à Strasbourg en juin 2011 lors d'un séminaire d'une journée qui s'appelait « Attractivité, mirage, virage et ancrage ». Je suis très contente de venir présenter ces résultats de recherche et puis ces questions passionnantes sur les grandes mobilités à l'épreuve de la métropolisation et des territoires, ou vice-versa. Vous allez voir qu'on peut faire des passerelles un peu dans les deux sens. Alors, merci beaucoup Anne Ponce pour cette très belle présentation. Donc, ma conférence de ce soir, elle va parler effectivement, elle va partir en fait du constat qu'il y a une présence croissante de grandes mobilités. Vous allez voir que je vais passer un certain temps à définir ce qu'on appelle ces grandes mobilités en lien avec l'activité professionnelle. Alors d'emblée, je vais préciser effectivement que mon entrée, elle se passe bien par les modes de vie, davantage que par les territoires et la métropolisation, mais vous allez voir qu'on va pouvoir faire des liens et poser un certain nombre d'enjeux pour les territoires autour de ces grandes mobilités. Et puis, je vous propose ce soir une présentation un peu ludique, puisque je suis allée chercher un certain nombre d'extraits de cette bande dessinée qui s'appelle « Tranche de vie mobile » et qui, effectivement, propose, sous un format pas très conventionnel, des résultats de recherche. Donc, plus précisément, je vais en dire deux mots, puisqu'elle est un peu d'actualité là ce soir. Donc cette bande dessinée, elle se compose de trois parties. Une première partie qui est vraiment une illustration de 6 modes de vie mobiles, qui sont chacun en fait des 6 représentatifs, signifiants de situations de grande mobilité. Puis ensuite, elle est suivie par une petite conclusion scientifique qui donne un peu des clés de compréhension et de lecture, parce qu'au-delà en fait des images de ces grands mobiles, il y a des éléments signifiants qu'on a voulu rendre intelligibles au travers du dessin. Et puis elle se termine par une sorte de manifeste politique, on pourrait dire, pour une meilleure prise en compte de ces grandes mobilités dans le travail.
Et puis, dernier élément sur cette bande dessinée, je tiens à remercier Jean Leveugle, qui est notre illustrateur, parce que c'est un travail collectif, hein, c'est pas que moi. Mes co-auteurs sont Vincent Kaufmann et Emmanuel Ravalet sur la bande dessinée, et l'illustrateur est Jean Leveugle. Donc si vous appréciez les petits dessins qui vont émailler ma présentation ce soir, c'est à lui qu'il faudra s'adresser pour les remerciements et pas à moi qui ne sais absolument pas dessiner. Voilà. Cette petite entrée en matière étant faite, je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet, donc sur ces grandes mobilités. Ma présentation, elle va s'articuler de manière très très simple en fait, autour de 3 questions. La première qui va être la suivante: qu'est-ce que les grandes mobilités? La seconde va s'attacher à essayer de comprendre qui sont les grands mobiles, quelles sont un peu leurs caractéristiques. Et puis, troisième question, comment expliquer ces grandes mobilités, quels sont leurs déterminants et leurs ressorts? 3 questions extrêmement simples. Donc cette présentation, elle se base sur une grande enquête, effectivement, qui a été menée dans plusieurs pays européens. Donc, une première vague d'enquête statistique a eu lieu en 2007, qui était financée par l'Union européenne et qui a eu lieu dans 6 pays, donc les 4 qui sont indiqués ici sur la présentation, plus la Pologne et la Belgique. Et puis, 5 ans après, en 2012, les 4 équipes de recherche de ces 4 pays mentionnés ici ont réussi à obtenir des financements pour pouvoir opérer une seconde phase de recueil de données, donc, qui a amené à la production de données de panel. Alors les données de panel, c'est très simple, ça signifie simplement qu'on réenquête 5 ans après les mêmes personnes qui ont été interrogées 5 ans avant. Donc ça veut dire que ça nous permet de les suivre dans le temps et aussi de suivre leurs évolutions professionnelles, familiales, etc. Donc ça, c'est la base quantitative de la recherche. Et puis, en complément de ça, nous, on a souhaité, en fait, compléter les données statistiques qui ne permettent pas toujours de comprendre vraiment les mécanismes qu'il y a derrière les comportements qu'on peut observer. Donc on a choisi de faire un complément qualitatif, donc par entretien, auprès d'une trentaine de grands mobiles. Cette enquête qualitative, elle a été réalisée en France et elle a été réalisée auprès de personnes qui avaient déjà répondu à l'enquête statistique. Donc ça nous permettait aussi de pouvoir faire des liens entre ce qui avait été répondu par ces personnes en 2007, en 2012 dans l'enquête quanti, puis de compléter par une enquête qualitative. C'est évidemment un dispositif méthodologique qui est lourd. On ne peut pas reproduire ça toutes les 5 minutes parce que c'est coûteux en temps, en argent. Mais du coup, ça nous amène quand même à avoir des résultats de recherche qui sont foisonnants, très riches, et vous allez voir qu'on peut en tirer beaucoup de choses intéressantes. Et en tout cas, j'espère que vous aurez l'occasion de poser beaucoup de questions sur ces données pour me faire dire tout ce que je n'aurai pas le temps de dire dans le cadre de la présentation. Dernier élément important, la partie française et suisse de cette seconde vague d'enquête a été financée par le Forum Vie Mobile. C'est aussi eux qui nous ont poussé, soutenu, convaincu que l'idée de mettre sous forme de BD nos résultats de recherche était une bonne idée pour la diffusion des résultats. Et malgré nos réticences de départ sur ce projet qui paraissait un petit peu fou, aujourd'hui on est vraiment très content qu'il nous ait accompagnés dans ce processus parce que c'était vraiment une idée lumineuse. Bien, j'ai fini avec les présentations. On va maintenant rentrer dans la partie résultats. Qu'est-ce que les grandes mobilités? Alors en premier lieu, ce sont des mobilités qui sont liées au travail. Ça c'est un élément important puisque dans l'enquête, il s'agissait vraiment de travailler sur des déplacements qui sont liés à l'activité professionnelle. Je vais repréciser ensuite les différentes formes qu'elles peuvent prendre, ces mobilités. Parce qu'il y avait un enjeu assez fort autour de l'interaction entre les mobilités, le travail et la vie de famille. Donc vous verrez qu'il y a toujours un peu ces interactions qui vont apparaître au fur et à mesure de la présentation. Deuxième élément, ce sont des dites grandes mobilités parce que ce sont des mobilités qui sont intensives d'un point de vue spatio-temporel.
Alors du point de vue des temporalités, on se rend compte que ces personnes qui pratiquent ces grandes mobilités vont avoir des emplois du temps qui sont extrêmement minutés. Ça renvoie évidemment à toutes les perspectives d'accélération, d'intensification des activités dans nos vies quotidiennes depuis un certain nombre d'années, dont les mobilités évidemment font partie. Et puis du point de vue spatial, c'est que ces grandes mobilités, elles se réalisent sur des distances qui sont importantes, et sur des distances qui sont importantes, mais aussi dans des temps qui sont relativement courts. Donc ça renvoie aussi à l'offre de transport, bien sûr, qui permet de se déplacer vite et loin dans des temps relativement courts. Et puis ça renvoie également à ce que certains géographes ont appelé la compression de l'espace-temps, qui est liée à la présence accrue de la vitesse aujourd'hui dans nos territoires et dans nos sociétés. Alors ces grandes mobilités liées au travail, elles peuvent prendre plusieurs formes. Ce sont d'abord des pendularités, donc des déplacements domicile-travail relativement importants. Ça peut être également des déplacements réalisés dans le cadre de l'activité professionnelle ou bien des phénomènes de double résidence. Donc les pendularités qui sont concernées dans notre enquête, ce sont au minimum des trajets domicile-travail de 2 heures par jour, au minimum 3 fois par semaine. C'est important cette nuance sur le 3 fois par semaine parce qu'effectivement on se rend compte que la possibilité de télétravailler va impacter également la réalisation de ces grandes mobilités. J'y reviendrai. On a également des absences du domicile, donc de plus de 60 nuits par année. Et ces absences du domicile, elles peuvent être soit sous la forme de déplacements professionnels, par exemple, moi ce soir, je suis en déplacement professionnel à Strasbourg. Si je fais ça plus de 60 nuits par année, je rentre dans la catégorie des absents du domicile. Mais ça peut également être des phénomènes de double résidence pour raisons professionnelles. Donc des personnes qui vont habiter suffisamment loin de leur lieu de travail et qui vont, pendant les jours de travail de semaine, avoir un second logement à proximité de leur lieu de travail. Et puis, troisième forme, ça va être les relations de couple à distance pour raisons professionnelles et qui, là aussi, occasionnent des déplacements d'une ville à une autre ou d'un endroit à un autre relativement fréquents et qui sont liés au travail. Voilà pour nos grandes mobilités. Alors, ces grandes mobilités liées au travail, si on les théorise un tout petit peu, nous, on a pris l'habitude de les appeler des mobilités réversibles. Ces mobilités, elles sont réversibles au sens où elles fonctionnent comme une utilisation réversible des réseaux de transport et des territoires, c'est-à-dire qu'on fait des allers-retours sur des temporalités relativement courtes. Et elles vont s'opposer, entre guillemets, à des formes de mobilité beaucoup plus irréversibles que sont le déménagement et la migration, qui impliquent des déterritorialisations pour se reterritorialiser dans d'autres territoires. Ça fait beaucoup de territoires tout ça, mais c'est pour vous amener à comprendre un peu la nuance entre les deux, sachant qu'il n'y a pas vraiment d'opposition très nette entre les mobilités réversibles et les mobilités irréversibles, mais qu'il faut plutôt imaginer ça d'un point de vue théorique sur un continuum avec des formes qui sont plus ou moins réversibles et plus ou moins irréversibles, notamment dans le mode de vie des gens. On voit très bien, par exemple, dans des cas de déménagement, que les gens qui ont déménagé continuent à pratiquer certaines activités dans leur ancien lieu de résidence. Donc là, le déménagement, c'est une forme irréversible de mobilité et pourtant elle occasionne des réversibilités en termes d'activité et de pratique de lieu. Donc il n'y a pas une distinction extrêmement nette entre les deux, mais il y a plutôt des formes de circulation différentes qui sont occasionnées par ces mobilités. Alors maintenant, pour vous donner quelques éléments de cadrage quantitatif sur ces grandes mobilités liées au travail, dans notre enquête en 2011, vous voyez qu'elle représente 16%
des ménages, donc 16% des ménages européens des 4 pays, Espagne, France, Suisse et Allemagne, vont être concernés par ces grandes mobilités liées au travail. Ce qui n'est quand même pas un phénomène négligeable. Ça, c'était un des premiers objectifs aussi de cette enquête en 2007, c'était d'arriver à quantifier finalement l'importance de ces mobilités aujourd'hui en Europe. Et effectivement, c'est pas une quantité négligeable. Maintenant, si on détaille par pays et en fonction des différents types de mobilité, vous avez ici un tableau qui vous montre les différents pourcentages. Donc on voit par exemple que la France finalement est des 4 pays celui qui est le moins concerné par des phénomènes de grande mobilité liés au travail. Il y a beaucoup plus de pendulaires de longue durée par exemple en Allemagne qu'en France. Et on en a aussi énormément en Suisse. Alors ça s'explique aussi par des questions d'urbanisation, ça s'explique par les réseaux de transport et l'accessibilité essentiellement. Donc ça c'était un instant T. Donc en France, en 2011, on a 9% de la population qui est active évidemment, qui est concernée par ces grandes mobilités liées au travail. Maintenant, si on regarde dans l'histoire des parcours de vie des personnes interrogées, on se rend compte qu'une personne sur 2 a été concernée à un moment ou à un autre de son parcours professionnel par une situation de grande mobilité. Ça, c'est un chiffre qui nous-mêmes nous a surpris et interpellés. Et ce n'est pas des expériences qui durent 3 semaines, c'est-à-dire qu'elles ont été prises en compte à partir du moment où elles avaient duré minimum 6 mois. Donc ça veut dire que la moitié de la population a, à un moment ou à un autre de sa carrière professionnelle, passé 6 mois dans des situations de grande mobilité, que ce soit la pendularité à longue distance ou l'absence du domicile. Maintenant qu'on a amené ces petits éléments de cadrage sur ce que sont les grandes mobilités, intéressons-nous un petit peu à cette population de grands mobiles. Alors, quand j'étais intervenue au mois de juin sur le séminaire Attractivité, j'avais amené aussi cette question de savoir qui sont les grands mobiles. Alors, je vous ai épargné cette fois-ci la photo de Georges Clooney. Mais en général, quand on pense grand mobile lié à l'activité professionnelle, on a tous un peu dans la tête des imaginaires, des représentations de qui sont ces grands mobiles. Et en général, on imagine un homme blanc d'une quarantaine d'années qui se déplace beaucoup en avion, enfin en tout cas qui passe son temps dans les aéroports ou dans les gares, avec une petite valise à roulettes. Et qui, d'une manière ou d'une autre, ressemble à un businessman. Et c'est un peu la caricature que joue Georges Clooney dans un film qui s'appelle Up in the Air, qui est très illustratif de ces grandes mobilités liées au travail. Donc ça, c'est l'image qu'on a un peu tous en tête quand on parle de ces grands mobiles liés au travail. Et en fait, la réalité, elle est un petit peu différente. C'est un petit peu Georges Clooney, mais pas complètement. Alors, là où c'est un petit peu Georges Clooney, c'est qu'effectivement, ces grands mobiles liés au travail, c'est 2 fois plus souvent des hommes que des femmes. Donc ça concerne quand même plutôt les hommes que les femmes. Et il y a un effet qui est structurant sur le fait que ça concerne plus les hommes que les femmes, ça va être la parentalité. C'est-à-dire que 83% des femmes arrêtent d'être grands mobiles après avoir eu un enfant, contre seulement c'est quand même énorme, 59% des hommes qui arrêtent d'être grands mobiles après avoir eu un enfant. Donc il y a un élément qui est très structurant ici de ces grandes mobilités liées au travail et qui vient de la famille, qui ne vient pas de l'activité professionnelle. Donc, ça renvoie bien sûr à toutes les stratégies de conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. Avoir un enfant en bas âge quand on passe 60 nuits par année hors de son domicile principal, c'est évidemment beaucoup d'organisation et de logistique, et donc ça amène certaines personnes à faire des choix par rapport à leur activité professionnelle. On observe même certaines femmes qui, dans
la perspective, le projet d'avoir un enfant vont mettre un terme à leur déplacement professionnel et s'orienter vers des postes plus stables avant même en fait de mettre en œuvre ce projet de parentalité. Maintenant, si on s'intéresse au profil de ces grands mobiles, on se rend compte qu'il y a des profils extrêmement diversifiés dans cette population, que ça amalgame finalement des parcours, des personnes qui ont peut-être pas tant de choses que ça à voir ensemble. Et pour ça, en fait, c'est intéressant de regarder les parcours qui amènent ces gens à aller vers la grande mobilité pour raisons professionnelles. Alors, on va avoir certaines personnes, comme Martin dans notre bande dessinée, qui finalement sont tombés un peu dedans quand ils étaient tout petits, un peu comme Obélix et la potion magique, qui sont issus de familles dans lesquelles il y a des traditions familiales de grande mobilité en lien avec l'activité professionnelle et qui y ont été confrontés dès le plus jeune âge. Donc ça peut être par exemple des gens qui vont être issus de familles de militaires, de familles de marins, pour lesquels en fait la grande mobilité, que ça soit sous la forme de déménagement fréquent ou d'absence du domicile du père, principalement du père, vont finalement faire partie de ce qu'ils appellent leur culture personnelle. C'est-à-dire qu'ils y ont été confrontés dès leur plus jeune âge et ça fait partie de la normalité pour eux. Donc ces personnes-là, évidemment, elles apparaissent être comme celles qui ont le plus de compétences en matière de grande mobilité, qui vont avoir le plus d'aisance à utiliser différents modes de transport, à s'organiser au niveau de leur agenda, à ne pas perdre de temps, à être vraiment très dans l'efficacité au niveau des déplacements professionnels. D'autres personnes vont arriver à la grande mobilité pour raisons professionnelles par le choix de certains métiers spécifiques. Donc, dans notre bande dessinée, on a représenté ces personnes-là au travers du personnage de Jean, qui est conducteur de TGV. Et effectivement, pour ces personnes-là, il y a aussi un choix délibéré de s'orienter vers des activités professionnelles qui impliquent de la mobilité. Donc ça va être le cas des militaires, des commerciaux, des conducteurs de train comme ici, mais aussi de certains livreurs qui vont faire des mobilités moins sous la forme d'absence du domicile et plus sur le quotidien. Mais il y a quand même une orientation professionnelle qui va être choisie à un moment ou à un autre du parcours de vie. Et puis, il y a aussi des personnes qui se retrouvent confrontées à la grande mobilité professionnelle un peu contre leur gré, un peu sous la contrainte économique, soit parce qu'à un moment, ils vont être obligés, pour des raisons économiques, de trouver un emploi, et puis cet emploi va impliquer des déplacements professionnels importants alors qu'ils ne s'y étaient pas forcément préparés et qu'ils n'avaient pas forcément... ils ne s'étaient pas projetés dans ce type de situation. Ou bien alors, ça va être le cas de personnes qui combinent différentes activités professionnelles sur un territoire relativement étendu et donc qui se retrouvent dans la catégorie des grands mobiles, tout simplement parce que pour rallier ces différents lieux de travail, ils sont obligés de se déplacer beaucoup au quotidien. C'est le cas de Thierry ici, qui est professeur de musique. Vous vous rendez bien compte ici, à travers ces trois différents types de profils de grands mobiles, que évidemment leur compétence à gérer la mobilité, leur représentation, leur perception de cette mobilité, elle va être évidemment très très différente parce que certains vont l'avoir beaucoup plus choisie que d'autres et certains seront mieux préparés, vont pouvoir mieux se projeter dans cette grande mobilité que d'autres. Évidemment, ceux qui y sont confrontés par des raisons économiques et qui se retrouvent obligés, parfois même ça vient un peu comme ça, c'est l'exemple de ce professeur de musique qui a commencé à donner des cours à un endroit et puis ça ne suffisait pas pour le faire vivre, il va commencer à en faire ailleurs, ainsi de suite.
et au fur et à mesure se retrouve avec une dizaine de lieux de travail sans forcément qu'il ait anticipé ces mobilités et leurs coûts. Ici vous avez l'exemple du coût qu'occasionnent les mobilités pour celui qui les pratique. Autre élément intéressant par rapport à cette population de grands mobiles, c'est que c'est un phénomène qui touche des populations extrêmement variées sur le plan social. Un des éléments, et là on commence à s'éloigner quand même de la caricature de Georges Clooney, on se rend compte en fait dans notre enquête que ni le niveau de revenu ni le diplôme ne permettent d'expliquer le fait d'être grand mobile ou pas. Donc ce n'est pas forcément des pratiques qui sont celles de gens surdiplômés qui se déplacent dans des aéroports et qui gagnent beaucoup d'argent. Ça peut également toucher d'autres personnes sous des formes différentes. Donc c'est un phénomène qui, du point de vue social, est extrêmement hétérogène. Et c'est aussi un phénomène qui touche des populations variées sur le plan spatial. Ici vous avez une représentation du nombre de pendulaires en 2007 et en 2011 selon leur lieu de résidence, donc qui soit très dense. Donc là c'est l'hypercentre urbain, le périurbain, et on va en fait du plus central au moins central. Et en fait on se rend compte que le fait d'habiter un centre urbain n'est pas non plus un facteur explicatif de la grande mobilité. En 2011, on observe vraiment un lissage de ces lieux de résidence. Donc il y a autant de grands mobiles qui habitent dans les centres urbains que dans les espaces périphériques. Donc ça c'est aussi un élément important, je pense, dans une perspective de métropolisation. Parce que ça veut dire que toutes les populations y sont confrontées, et pas seulement celles qui ont des accès importants, parce qu'ils habitent dans des centres urbains bien desservis ou à proximité de réseaux de transport efficaces et rapides. Maintenant, j'en viens à ma troisième question. Comment expliquer ces grandes mobilités? Alors du coup, je vous ai dit, les déterminants classiques, le revenu, le diplôme, le lieu d'habitation ne sont pas forcément des éléments qui jouent pour expliquer ces grandes mobilités. On a vu que le sexe, le fait d'être homme ou femme jouait, le fait d'être parent ou pas jouait sur ces grandes mobilités. Et maintenant, quels sont un peu les ressorts finalement du développement de ces grandes mobilités liées au travail? Alors, l'un des premiers éléments qu'on peut citer, c'est l'existence d'une offre de transport rapide. Et ça, c'est un élément sur lequel j'ai envie d'insister parce que je pense qu'on ne l'entend pas suffisamment. C'est que plus on favorise des accès rapides et plus on permet aussi aux individus et aux ménages d'imaginer des arrangements entre leur vie professionnelle et leur lieu de vie familiaux qu'ils n'auraient pas pu imaginer si ces réseaux de transport rapide n'existaient pas. Ça, c'est des éléments qui sont fondamentaux, par exemple, autour des questions de double résidence pour raisons professionnelles. Le fait de pouvoir faire des allers-retours rapides une fois par semaine entre son lieu de vie et son lieu de travail implique que certaines personnes vont s'orienter, accepter des travails qui vont être plus éloignés de leur lieu de vie et qui leur auraient semblé inacceptables s'il n'y avait pas eu ces réseaux de transport rapide. Et puis un autre élément qu'on peut dire, qu'on peut donner par rapport à cette idée, c'est aussi tous les effets induits et non prévus du développement d'axes de transport rapides. Pensons par exemple aux lignes de TGV Sud-Est. Alors ça commence à remonter un petit peu, parce que ça fait maintenant une bonne quinzaine d'années qu'elles existent. Mais un des effets de l'ouverture de ces lignes de TGV a été la délocalisation d'un certain nombre de foyers parisiens vers des gares, par exemple, de Aix-en-Provence TGV, Valence TGV à proximité. Et tout simplement parce que
finalement, Valence TGV Paris, ça prend 2 heures. Et puis, on peut le faire 3 fois par semaine parce qu'on a la possibilité de télétravailler. Et du coup, ça rend possible des choix de vie qui ne sont pas forcément ceux que les gens auraient fait si cette ligne de TGV n'avait pas existé. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'il y a plus de kilomètres parcourus, davantage de distance, etc., etc. Donc ça modifie énormément les modes de vie et les choix que les individus vont pouvoir faire en fonction des opportunités qu'ils ont sur leur territoire. Second ressort de ces grandes mobilités liées au travail, ce sont évidemment les transformations du marché du travail lui-même, avec en tête la précarisation et la flexibilité. Anne Ponce l'a rappelé tout à l'heure en introduction, cette idée de l'injonction à la mobilité qu'on retrouve de manière très forte dans nos sociétés et qu'on voit nous apparaître un petit peu entre les lignes de cette enquête. Un des éléments qu'on a pu observer par exemple, c'est que dans les cohortes les plus jeunes qui ont été interrogées, on voit qu'il y a davantage de turbulences, c'est-à-dire davantage d'entrées et de sorties dans des situations de grande mobilité que dans les cohortes les plus anciennes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que dans les cohortes les plus jeunes, il y a des situations professionnelles qui sont de plus en plus turbulentes. Donc avec des contrats relativement courts, qu'il faut rentrer dans une situation de grande mobilité, puis qui s'arrêtent. Donc on sort de la catégorie grande mobilité pour un autre type de contrat de travail, et puis on y retourne, et ainsi de suite. Et il y a de plus en plus en fait de mouvements dans les situations professionnelles des cohortes les plus jeunes. Ça renvoie directement à la précarisation du travail, l'augmentation du nombre de contrats à durée déterminée, etc. Autre élément qui joue sur le développement de ces grandes mobilités liées au travail, ça va être la question des rythmes de travail et notamment la question du télétravail. Alors on peut se dire, et on l'entend d'ailleurs très régulièrement, que le télétravail c'est aussi une manière de limiter les déplacements que les gens vont pouvoir faire au quotidien, donc avec tout l'enjeu évidemment environnemental derrière. Il y a la COP21 qui s'annonce, donc il faut remettre ces enjeux un peu dans l'actualité. Et effectivement, c'est juste, sauf que là aussi, il y a des effets induits auxquels on ne pense pas toujours, c'est que la possibilité de télétravailler amène aussi certains ménages et certains individus à accepter du travail beaucoup plus loin que ce qu'ils auraient pu accepter s'ils n'avaient pas la possibilité de télétravailler un jour ou deux dans la semaine, voire à se localiser beaucoup plus loin de leur lieu de travail parce qu'ils ne font le trajet que 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine. Et donc finalement, l'équation du point de vue des distances parcourues et voire même l'équation du point de vue environnemental, elle n'est pas si bonne que ça. Donc là aussi, il y a toujours des enjeux importants à garder en tête quand on parle du télétravail. Ce n'est pas une solution clé en main à toutes les situations. Et puis dernier élément, ça va être les tensions économiques. Il se trouve que entre la première vague de notre enquête en 2007 et la seconde vague en 2012, il y a eu une crise économique qui a touché l'Europe et en particulier l'Espagne, dont on peut voir les effets sur nos résultats d'enquête. Et en particulier, un des éléments qu'on voit fortement apparaître pour l'Espagne entre les deux enquêtes, c'est une augmentation de la volonté des personnes à devenir grand mobiles. On avait des questions sur est-ce que vous êtes prêt à devenir grand mobile sous les différentes formes que je vous ai énoncées, et le nombre de personnes qui étaient prêtes à devenir grand mobile après la crise économique était beaucoup plus important qu'avant la crise économique. Donc il y a vraiment des effets sur les aspirations des gens
à accepter des situations de grande mobilité en situation de tension économique. Ce qu'on peut voir, c'est que plus le territoire de résidence va être touché par le chômage et plus les personnes vont être disposées à s'orienter vers des grandes mobilités de plus en plus déterritorialisantes. C'est un gros mot ça, déterritorialisante. Mais donc l'idée c'est que quand il y a un petit peu de chômage, on se dit, bon, je vais élargir mon champ de recherche d'emploi vers ce qui est accessible comme territoire avec des allers-retours au quotidien. Donc ça va être de la pendularité à longue distance. Et puis, plus la situation économique se tend, et plus les gens vont imaginer des arrangements qui les amènent plus loin de leur lieu de résidence habituel principal. Donc, ils vont s'orienter vers... Donc, ils vont émettre une disposition croissante à la double résidence, puis à la migration régionale, puis à la migration internationale. Donc, ça va comme ça crescendo avec... la situation économique dans le territoire de résidence, c'est ce que vous voyez représenté ici. Donc là, je vous ai parlé de la dimension marché du travail dans le développement de ces grandes mobilités, mais c'est seulement une des dimensions qui explique le développement de ces grandes mobilités, puisque l'autre dimension, ça va être justement la question de l'ancrage au lieu de résidence, c'est-à-dire que en premier, les gens essayent quand même de maintenir leur lieu de résidence là où il est, en situation de crise économique. Donc ça veut dire qu'il y a des attachements, des ancrages de différentes natures au lieu de résidence. Donc il y a toujours une interaction en fait entre la vie familiale, la vie personnelle, le lieu de résidence et puis la dimension professionnelle et économique dans ces situations de grande mobilité. Il y a différents types d'attachements au lieu de vie qui peuvent être énoncés. Le premier, il est de l'ordre de l'esthétique, du sensible. Ça va j'ai de l'affection pour le logement dans lequel j'habite, ma maison, mais ça peut être aussi mon village, mon quartier, ma ville, l'environnement qu'il y a autour. Donc ça participe de l'ancrage des individus sur leur lieu de vie. Et donc ça les amène à s'orienter vers des mobilités réversibles, davantage que des mobilités irréversibles. Il y a évidemment toute la question des liens sociaux, la famille en premier lieu. Un des éléments évidemment qui joue énormément sur le développement de ces grandes mobilités liées au travail, c'est aussi la double activité des couples. Parce que quand on est deux à travailler, il y a forcément des compromis et des arrangements à trouver entre un lieu de résidence commun, en particulier quand il s'agit de famille, et les lieux de travail des deux conjoints. Donc les liens sociaux, donc la famille, les enfants et les amis. Et puis enfin, il va y avoir certaines activités, donc c'est une dimension culturelle d'une certaine manière, d'attachement au lieu de vie, parce que certaines activités ne sont pas forcément délocalisables et vont donc amener les gens à s'orienter davantage vers des mobilités réversibles que des mobilités irréversibles. Il y a un exemple que j'ai vu moi sur le terrain et que j'aime bien donner, c'est l'exemple d'une personne qui était très engagée politiquement dans un parti local sur son lieu de résidence et qui travaillait à 150 km et qui me disait, pour moi, il est hors de question de déménager parce que l'année prochaine, il y a des élections locales et moi, j'ai aucune chance de me faire élire si je déménage et que plus personne ne me connaît à proximité de mon lieu de travail. Donc ça, c'est un attachement extrêmement fort aussi au lieu de résidence qui va motiver les gens davantage vers des mobilités réversibles que des mobilités irréversibles. J'arrive à ma conclusion, une petite conclusion ramassée avec... j'ai plutôt envie de lancer des thèmes de débat plutôt que de clore la question des grandes mobilités en lien avec le travail.
Premier élément, c'est que, comme j'ai essayé de vous le montrer, ces grandes mobilités, c'est un phénomène qui est hétérogène, à la fois socialement et spatialement, qui est peut-être en voie de normalisation, en interrogation. Dans nos données, en tout cas, il y a 10% de plus des personnes interrogées en 2012 qui considèrent les situations de grande mobilité en lien avec le travail comme normales qu'en 2007. Donc, il y avait à peu près 40% en 2007 et ils étaient 54% en 2012 à considérer cette situation normale. Donc là, question. Effectivement, ces grandes mobilités en lien avec le travail, elles sont en partie l'effet de la transformation des modes de travailler, mais seulement en partie, je l'ai dit, il y a le télétravail, il y a les questions de flexibilité, la précarisation du travail, tout ça, mais c'est seulement en partie parce qu'elles sont toujours en fait en interaction avec les modes d'habiter des individus. Et puis, une des hypothèses que moi j'aime bien aussi lancer pour débattre, c'est finalement de se dire que face à cette injonction croissante à la mobilité dans le monde professionnel, eh bien peut-être qu'aujourd'hui les individus, les ménages, ils essayent au maximum de maîtriser ce qu'ils arrivent encore à maîtriser, à savoir leur lieu de vie, et donc sont d'autant plus attachés à leurs ancrages résidentiels et sociaux qu'on leur demande d'être flexibles, adaptables et mobiles sur le marché du travail. Donc là, de nouveau, je lance au débat. Évidemment, ça veut dire que nos territoires sont en mutation, parce qu'aujourd'hui, c'est pas forcément parce qu'on habite dans les centres urbains qu'on va être des grands mobiles, mais que tous, plus ou moins, on s'y trouve confrontés un jour ou un autre en fonction de quel que soit finalement notre lieu de résidence. Qu'est-ce que ça veut dire alors du point de vue de la localisation des activités? Qu'est-ce que ça veut dire alors des modes de consommation des personnes? Est-ce qu'ils vont consommer à proximité de leur lieu de résidence? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont consommer à proximité de leur lieu de travail? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont consommer dans les lieux de la mobilité? Là aussi, c'est un thème qu'on pourrait débattre. Et puis, moi, j'ai envie de terminer un petit peu sur des enjeux qui sont des enjeux pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. La question environnementale, écologique, de la multiplication de ces déplacements. Parce que plus on se déplace et plus on pollue. Le meilleur déplacement, c'est pas forcément celui qui se fait en transport en commun, c'est celui qui se fait pas d'une certaine manière, parce que celui-là, il a zéro impact. Donc là aussi, question, est-ce que tout ça est bien cohérent? Des enjeux pour demain autour des activités économiques et un enjeu fort autour de leur localisation. Je l'ai dit, c'est pas seulement la localisation des entreprises et des lieux de travail, mais c'est aussi les lieux de consommation. Et puis, autre enjeu qui peut-être nous concerne moins ce soir dans les phénomènes de métropolisation, mais quand même, à savoir les coûts financiers et humains de ces grandes mobilités. Coûts financiers, évidemment, tout le monde voit à quoi je veux faire référence, mais aussi coûts humains avec des personnes qui n'arrivent pas toujours à faire le grand écart entre leur vie professionnelle hyper mobile et leur vie de famille. Et tout ceci a des impacts à la fois sur le fonctionnement de la vie familiale, mais aussi sur la santé, et en particulier la santé mentale, burn-out, etc., etc. Dans l'enquête, pour le coup, c'est moi qui ai mené les entretiens, donc ça m'est arrivé plusieurs fois d'interroger des personnes qui s'étaient retrouvées dans ce type de situation, tout simplement parce qu'ils n'arrivaient plus à faire la jonction, l'adéquation entre les différentes sphères de leur vie autour de cette mobilité. Donc là aussi, enjeu sanitaire peut-être autour de ces grandes mobilités liées au travail.